laisse le moins à imaginer au grand comédien et le plus grand des poètes. Le premier interlocuteur, j'allais le dire, lorsque par une longue habitude du théâtre, on garde dans la société l'emphase théâtrale et qu'on y promène Brutus, China, Mithridate, Cornélie, Néron, Pompée, savez-vous ce qu'on fait? On accouple à une âme petite ou grande de la mesure précise que nature l'a donnée, les signes extérieurs d'une âme exagérée, gigantesque, qu'on n'a pas, et de là naît le ridicule. Le second interlocuteur, la cruelle satire que vous faites là, innocemment ou malignement, des acteurs et des auteurs. Comment cela? Il est, je crois, permis à tout le monde d'avoir une âme forte et grande. Il est, je crois, permis d'avoir le maintien, le propos et l'action de son âme, et je crois que l'image de la véritable grandeur ne peut jamais être ridicule. Que s'ensuit-il de là? Ah, traître, vous n'osez le dire, et il faudra que j'encoure l'indignation générale pour vous. C'est que la vraie tragédie est encore à trouver, et qu'avec leurs défauts, les anciens en étaient peut-être plus voisins que nous. Il est vrai que je suis enchanté d'entendre Philoctète dire si simplement et si fortement à Néoptolème qui lui rend les flèches d'Hercule, qu'il lui avait volé à l'instigation d'Ulysse. Vois quelle action tu avais commise, sans t'en apercevoir tu condamnais un malheureux à périr de douleur et de faim. Ton vol est le crime d'un autre, ton repentir est à toi. Non, jamais tu n'aurais pensé à commettre une pareille indignité si tu avais été seul. Conçois donc, mon enfant, combien il importe, à ton âge, de ne fréquenter que d'honnêtes gens. Voilà ce que tu avais à gagner dans la société d'un scélérat. Et pourquoi t'associer aussi à un homme de ce caractère? Était-ce là celui que ton père aurait choisi pour son compagnon et pour son ami? Ce digne père qui ne se laissa jamais approcher que tes plus distingués personnages de l'armée, que te dirait-il s'il te voyait avec un Ulysse? Y a-t-il dans ce discours autre chose que ce que vous adresseriez à mon fils, que ce que je dirais au vôtre? Non. Cependant, cela est beau, assurément. Et le ton de ce discours prononcé sur la scène différerait-il du ton dont on le prononcerait dans la société? Je ne le crois pas. Et ce ton dans la société, y serait-il ridicule? Nullement. Plus les actions sont fortes et les propos simples, plus j'admire. Je crains bien que nous n'ayons pris 100 ans de suite la rodomontade de Madrid pour l'héroïsme de Rome et brouillé le ton de la muse tragique avec le langage de la muse épique. Notre vers alexandrin est trop nombreux et trop noble pour le dialogue. Et notre vers de 10 syllabes est trop futile et trop léger. Quoi qu'il en soit, je désirerais que vous n'allassiez à la représentation de quelqu'une des pièces romaines de Corneille qu'au sortir des lettres de Cicéron à Atticus. Combien je trouve nos auteurs dramatiques empoulés, combien leurs déclamations ne me sont dégoûtantes lorsque je me rappelle la simplicité et le nerf du discours de Régulus dissuadant le Sénat et le peuple romain de l'échange des captifs. C'est ainsi qu'il s'exprime dans une ode, poème qui comporte bien plus de chaleur, de verve et d'exagération qu'un monologue tragique. Il dit « J'ai vu nos enseignes suspendues dans les temples de Carthage. J'ai vu le soldat romain dépouillé de ses armes, qui n'avaient pas été teintes d'une goutte de sang. J'ai vu l'oubli de la liberté et des citoyens, les bras retournés en arrière et liés sur leur dos. J'ai vu les portes des villes toutes ouvertes et les moissons couvrir les champs que nous avions ravagés. Et vous croyez que, rachetés à prix d'argent, ils reviendront plus courageux? Vous ajoutez une perte à l'ignominie. La vertu chassée d'une âme qui s'est avilie n'y revient plus. N'attendez rien de celui qui a pu mourir et qui s'est laissé garrotter, ô Carthage, que tu es grande et fière de notre honte. Tel fut son discours et telle sa conduite. Il se refuse aux embrassements de sa femme et de ses enfants. Il s'en croit indigne comme un vil esclave. Il tient ses regards farouches attachés sur la terre et les derniers pleurs de ses amis jusqu'à ce qu'il ait amené les sénateurs à un avis qu'il était seul capable de donner et qui lui fut permis de retourner à son exil.
Cela est simple et beau, mais le moment où le héros se montre, c'est le suivant. Vous avez raison. Il n'ignorait pas le supplice qu'un ennemi féroce lui préparait. Cependant, il reprend sa sérénité, il se dégage de ses proches qui cherchaient à différer son retour, avec la même liberté dont il se dégageait auparavant de la foule de ses clients pour aller se délasser de la fatigue et des affaires dans ses champs de Vanafre ou sa campagne de Tarente. Fort bien. À présent, mettez la main sur la conscience et dites-moi s'il y a dans nos poètes beaucoup d'endroits du ton propre à une vertu aussi haute, aussi familière, et ce que vous paraîtrez dans cette bouche où nos tendres jérémiades, ou la plupart de nos fanfaronnades à la corneille. Combien de choses que je n'ose confier qu'à vous. Je serais lapidé dans les rues si l'on ne me savait coupable de ce blasphème, et il n'y a aucune sorte de martyr dont j'ambitionne le laurier. S'il arrive un jour qu'un homme de génie ose donner à ses personnages le ton simple de l'héroïsme antique, l'art du comédien sera autrement difficile, car la déclamation cessera d'être une espèce de chant. Au reste, lorsque j'ai prononcé que la sensibilité était la caractéristique de la bonté de l'âme et de la médiocrité du génie, j'ai fait un aveu qui n'est pas trop ordinaire, car si nature a pétri une âme sensible, c'est la mienne. L'homme sensible est trop abandonné à la merci de son diaphragme. Peut-être pour être un grand roi, un grand politique, un grand magistrat, un homme juste, un profond observateur et conséquemment un sublime imitateur de la nature, à moins qu'il ne puisse s'oublier et se distraire de lui-même, et qu'à l'aide d'une imagination forte, il ne sache se créer, et d'une mémoire tenace tenir son attention fixée sur des fantômes qui lui servent de modèle. Mais alors, ce n'est plus lui qui agit, c'est l'esprit d'un autre qui le domine. Je devrais m'arrêter ici, mais vous me pardonnerez plus aisément une réflexion déplacée commise. C'est une expérience qu'apparemment vous aurez faite quelquefois lorsqu'appelé par un débutant ou par une débutante chez elle en petit comité pour prononcer sur son talent, vous lui aurez accordé de l'âme, de la sensibilité des entrailles, vous l'aurez accablé d'éloges et l'aurez laissé en vous séparant d'elle avec l'espoir du plus grand succès. Cependant, qu'arrive-t-il? Elle paraît, elle est sifflée, et vous vous avouez à vous-même que les sifflets ont raison. D'où cela vient-il? Est-ce qu'elle a perdu son âme, sa sensibilité, ses entrailles du matin au soir? Non. Mais à son rez-de-chaussée, vous étiez terre à terre avec elle, vous l'écoutiez sans égard aux conventions, elle était vis-à-vis de vous, il n'y avait entre l'un et l'autre aucun modèle de comparaison. Vous étiez satisfait de sa voix, de son geste, de son expression, de son maintien. Tout était en proportion avec l'auditoire et l'espace. Rien ne demandait de l'exagération. Sur les planches, tout a changé. Ici, il fallait un autre personnage, puisque tout s'était agrandi. Sur un théâtre particulier, dans un salon où le spectateur est presque de niveau avec l'acteur, le vrai personnage dramatique vous aurait paru énorme, gigantesque, et au sortir de la représentation, vous auriez dit à votre ami confidemment « Elle ne réussira pas, elle est outrée », et son succès au théâtre vous aurait étonné. Encore une fois, que ce soit un bien ou un mal, le comédien ne dit rien, ne fait rien dans la société précisément comme sur la scène. C'est un autre monde. Mais un fait décisif qui m'a été raconté par un homme vrai, d'un tour d'esprit original et piquant, l'abbé Galliani, et qui m'a été ensuite confirmé par un autre homme vrai, d'un tour d'esprit aussi original et piquant, le marquis de Caraccioli, ambassadeur de Naples à Paris, c'est qu'à Naples, la patrie de l'un et de l'autre, il y a un poète dramatique dont le soin principal n'est pas de composer sa pièce. La vôtre, le père de famille, y a singulièrement réussi. On en a donné 4 représentations de suite devant le roi, contre l'étiquette de la cour qui prescrit autant de pièces différentes que de jours de spectacle, et le peuple en fut transporté. Mais le souci du poète napolitain est de trouver dans la société des personnages d'âge, de figure et de voix de caractère propre à remplir ces rôles. On ose le refuser parce qu'il s'agit de l'amusement du souverain. Il exerce ses acteurs pendant 6 mois, ensemble et séparément,
Et quand imaginez-vous que la troupe commence à jouer, à s'entendre, à se cheminer vers le point de perfection qu'il exige? C'est lorsque les acteurs sont épuisés de la fatigue de ces répétitions multipliées, ceux que nous appelons blasés. De cet instant, les progrès sont surprenants, chacun s'identifie avec son personnage, et c'est à la suite de ce pénible exercice que des représentations commencent et se continuent pendant 6 autres mois de suite, et que le souverain et ses sujets jouissent du plus grand plaisir qu'on puisse recevoir de l'illusion théâtrale. Et cette illusion, aussi forte, aussi parfaite à la dernière représentation qu'à la première, à votre avis, peut-elle être l'effet de la sensibilité? Au reste, la question que j'approfondis a été autrefois entamée entre un médiocre littérateur, Raymond de Saint-Albine, et un grand comédien, Riccoboni. Antoine François Riccoboni s'oppose dans son livre L'art du théâtre 1750 à Pierre Raymond de Saint-Albine, auteur du Comédien. Le dernier prône l'importance de la participation émotionnelle, du sentiment dans le jeu dramatique. Riccoboni, lui, défend la théorie de l'insensibilité nécessaire à l'acteur pour garder la maîtrise du jeu. Le littérateur plaidait la cause de la sensibilité, le comédien plaidait la mienne. C'est une anecdote que j'ignorais et que je viens d'apprendre. J'ai dit, vous m'avez entendu, et vous demande à présent ce que vous en pensez. Je pense que ce petit homme arrogant, décidé, sec et dur, en qui il faudrait reconnaître une dose honnête de mépris, s'il en avait seulement le quart de ce que la nature prodigue lui a accordé de suffisance, aurait été un peu plus réservé dans son jugement, si vous aviez eu, vous, la complaisance de lui poser vos raisons, lui la patience de vous écouter, mais le malheur est qu'il sait tout, et qu'à titre d'homme universel, il se croit dispensé d'écouter. En revanche, le public le lui rend bien. Connaissez-vous Madame Riccoboni? Qui est-ce qui ne me connaît pas, l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages charmants, pleins de génie, d'honnêteté, de délicatesse et de grâce? Croyez-vous que cette femme fut sensible? Ce n'est pas seulement par ses ouvrages, mais par sa conduite qu'elle a prouvé. Il y a dans sa vie un incident qui a pensé la conduire au tombeau. Au bout de 20 ans, ses pleurs ne sont pas encore taris, et la source de ses larmes n'est pas encore épuisée. Eh bien, cette femme, une des plus sensibles que la nature ait formées, a été une des plus mauvaises actrices qui ait jamais paru sur la scène. Personne ne parle mieux de l'art, personne ne joue plus mal. J'ajouterai en convient, et qu'il ne lui est jamais arrivé d'accuser des sifflets d'injustice. Mariée à Antoine François Riccoboni, puis séparée de lui, Madame Riccoboni fut une actrice de la comédie italienne. Le 18 novembre 1758, elle adresse une lettre à Diderot où elle lui confie ses propres observations et réflexions sur le jeu théâtral. Diderot lui répond le 27 novembre sous forme d'un dialogue à distance où à bien des égards s'annoncent déjà en creux les théories du paradoxe. Et pourquoi, avec la sensibilité exquise et la qualité principale selon vous du comédien, la Riccoboni est-elle si mauvaise? C'est qu'apparemment les autres lui manquaient à un point tel que la première n'en pouvait compasser le défaut. Mais elle n'est point mal de figure, elle a de l'esprit, elle a le maintien décent, sa voix n'a rien de choquant. Toutes les bonnes qualités contiennent de l'éducation, elle est possédée. Elle ne présentait rien de choquant en société, on la voit sans peine, on l'écoute avec le plus grand plaisir. Je n'y entends rien, tout ce que je sais, c'est que jamais le public n'a pu se réconcilier avec elle, et qu'elle a été 20 ans de suite la victime de sa profession, et de sa sensibilité au-dessus de laquelle elle n'a jamais pu s'élever. Et c'est parce qu'elle est constamment restée, elle, que le public l'a constamment dédaignée. Et vous, ne connaissez-vous pas Caillot? Beaucoup. Avez-vous quelquefois causé là-dessus? Non. À votre place, je serais curieux de savoir son avis. Je le sais. Quel est-il? Le vôtre et celui de votre ami. Voilà une terrible autorité contre vous, j'en conviens. Et comment avez-vous appris le sentiment de Caillot? Par une forme pleine d'esprit et de finesse, la princesse de Galitzin. Caillot avait joué le déserteur, il était encore sur le lieu où il venait d'éprouver, et elle de partager à côté de lui, toutes les transes d'un malheureux prêt à perdre sa maîtresse et la vie. Caillot s'approche de sa loge et lui adresse avec ce visage riant que vous connaissez, des propos gais, honnêtes et polis.
La princesse, étonnée, lui dit: comment vous n'êtes pas mort? Moi qui n'ai été que spectatrice de vos angoisses, je n'en suis pas encore revenue. Non, madame, je ne suis pas mort. Je serais trop à plaindre si je mourais si souvent. Vous ne sentez donc rien? Pardonnez-moi. Et puis les voilà engagés dans une discussion qui finit entre eux, comme celle-ci finira entre nous. Je resterai dans mon opinion et vous dans la vôtre. La princesse ne se rappelait point les raisons de Caillot, mais elle avait observé que ce grand imitateur de la nature, au moment de son agonie, lorsqu'on allait l'entraîner au supplice, s'apercevant que la chaise où il aurait à déposer Louise évanouie était mal placée, la rangeait en chantant d'une voix moribonde: mais Louise ne vient pas et mon heure s'approche. Mais vous êtes distrait, à quoi pensez-vous? Je pense à vous proposer un accommodement, de réserver à la sensibilité naturelle de l'acteur ces moments rares où sa tête se perd, où il ne voit plus le spectacle, où il a oublié qu'il est sur un théâtre, où il s'est oublié lui-même, où il est dans Argos, dans Mycène, où il est le personnage même qu'il joue. Il pleure. En mesure, il crie. Juste, juste. S'irrite, s'indigne, se désespère, présente à mes yeux l'image réelle, porte à mon oreille et à mon cœur l'accent vrai de la passion qui l'agite, au point qu'il m'entraîne et que je l'ignore moi-même, que ce n'est plus ni Brizard, ni Le Caine, ni Agamemnon que je vois, mais Néron que j'entends, d'abandonner à l'art tous les autres instants. Je pense que peut-être alors il en est de la nature comme de l'esclavage, de l'esclave qui apprend à se mouvoir librement sous la chaîne. L'habitude de la porter lui en dérobe le poids et la contrainte.